Donc bonjour à toutes et à tous. Je préfère vous dire bonjour parce que j'ai peur que si je dise bonsoir avec l'ambiance du planétarium, il y en a certains d'entre vous qui vont s'assoupir. Donc bonjour, je vous remercie de venir assister à cette présentation. Alors d'habitude, lorsque l'on vient au planétarium, c'est l'occasion de découvrir l'infiniment grand. C'est souvent une plongée aux confins de l'univers. Mais aujourd'hui, je vous propose de faire un voyage en sens inverse. Nous allons plonger au cœur des cellules, de nos cellules, mais pas uniquement. On va s'intéresser également aux bactéries. Donc les bactéries, ce sont également des cellules, des petits êtres, tout petits, microscopiques, unicellulaires. Et on va même descendre encore un peu plus dans l'infiniment petit, puisqu'on va s'intéresser à des constituants des bactéries ou des constituants de toute cellule vivante, que sont les protéines. Donc en fait, cette présentation va être l'occasion de voir comment, grâce à une protéine, les bactéries sont capables d'expulser des antibiotiques en dehors des cellules, ce qui leur permet de résister, grâce à ce mécanisme, au traitement contre ces antibiotiques. Alors pour commencer, on va définir un petit peu l'échelle de ce sur quoi on va s'attarder ce soir. Donc, de quelle taille, de quelle échelle parle-t-on à propos de l'infiniment petit ? Donc, évidemment, l'infiniment petit, c'est ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, à l'œil nu, on peut voir le Soleil, on peut voir la Lune, on va pouvoir voir des êtres vivants qui nous entourent. Donc là, vous avez une échelle qui est représentée ici. Les humains, donc de l'ordre du mètre. Vous allez pouvoir voir une boîte de pétri donc d'environ 10 cm. Et si vous ne savez pas à quoi ça sert, j'en ai apporté une et je pourrais vous montrer comment on l'utilise, nous, dans les laboratoires, les boîtes de pétri. On va descendre jusqu'à la taille du cheveu. Donc le cheveu, c'est 0,1 mm d'épaisseur. Donc ce que vous voyez ici, c'est un cheveu. Et ça, cette griffe ici, c'est la griffe d'un pouls qui est accroché au cheveu. Donc la taille du cheveu ici, cette épaisseur, 0,1 mm, 10-4 mètres, c'est à peu près la limite de ce qu'on va être capable de voir à l'œil nu. Mais aujourd'hui, on va descendre dans l'infiniment petit. Et tout d'abord, la taille des cellules ici, donc ça va être 10 fois plus petit que le cheveu. Donc le cheveu, 0,1 mm, les cellules, c'est 0,01 mm, donc 10-5 mètres. Et on va descendre encore plus en taille, donc on va s'intéresser aux bactéries. Donc les bactéries ici, vous voyez, c'est 10-6 mètres. Donc 10-6 mètres, ça représente 1 micromètre. Donc 1 micromètre, c'est ce qu'on appelle 1 millionième de mètre. Donc il faut imaginer que vous avez 1 mètre, vous allez le couper en 1 million de parties identiques, et si vous regardez une de ces parties, eh ben, ce sera la taille des bactéries. Alors, si on veut s'intéresser aux cellules, aux bactéries, on est obligé d'utiliser des microscopes, notamment un microscope optique qui nous permet d'aller jusqu'au micromètre, jusqu'à cette taille-là. Maintenant, si on veut aller plus bas en taille, donc si on veut descendre à l'échelle des protéines, donc les protéines ici, c'est 10-8 mètres, c'est environ 10 nanomètres. Dans ce cas-là, il faut qu'on utilise des microscopes électroniques. Et notamment, si on veut aller jusqu'à la taille des protéines, ici, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il faut utiliser une microscopie électronique qui s'appelle la cryomicroscopie électronique. Donc cryo, c'est pour froid. En fait, on va travailler sur des échantillons congelés et ça va permettre d'améliorer la résolution, donc de descendre plus bas en taille. Donc l'œil nu, on s'arrête ici. Et nous, aujourd'hui, on va explorer ce champ-là avec des microscopes. Donc on va maintenant changer d'optique et on va se rapprocher des bactéries. Donc on va descendre à une échelle de l'ordre de quelques micromètres. Donc vous avez l'échelle qui apparaît ici, 3 micromètres. Et ce que vous avez à l'écran, c'est l'exemple de 3 sortes de bactéries différentes. Vous avez ici des petits bâtonnets qu'on appelle des bacilles, légèrement allongés. Vous avez ici ce qu'on appelle des coques. Donc là, ici, ce sont des monocoques, une espèce de petit ballon de foot. Et vous avez ici 2 coques qui sont associées l'une à l'autre, on appelle ça des diplocoques. Si on veut élargir un peu plus l'espace des bactéries, il y en a des centaines de millions, voire des milliards d'espèces différentes, avec des formes extrêmement variées. Donc là, vous avez 3 exemples, mais on trouvait également des formes d'étoiles, de croissants, etc. Il y a à peu près autant de formes que ce qu'on peut imaginer. En fait, c'est un petit peu à l'image
de ce que l'on peut voir avec la diversité de formes dans le monde du vivant qui nous entoure, donc chez les animaux et chez les végétaux. Alors dans le monde des bactéries, il faut savoir qu'il y en a qui nous sont utiles, voire bénéfiques. Donc les utiles, on les trouve notamment dans l'industrie laitière pour la fabrication des yaourts et des fromages, mais également la fabrication du vin, du vinaigre. Et les bénéfiques, eh bien, nous les trouvons dans notre corps. Donc vous avez déjà peut-être entendu parler du microbiote intestinal qui nous aide notamment, mais pas uniquement, à digérer, à assimiler la nourriture que nous mangeons. Donc dans notre corps, il faut savoir que nous avons environ 30 000 milliards de cellules. Donc 30 000 milliards de cellules humaines. Donc c'est un chiffre que moi je trouve vertigineux. Et est-ce que vous savez combien nous avons de bactéries dans notre corps? Est-ce que vous pensez que c'est moins de 30 000 milliards? Levez la main, j'arriverai à voir les mains d'ici. Est-ce que vous pensez que c'est à peu près autant que 30 000 milliards? Ok, quelques mains qui se lèvent. Est-ce que vous pensez que c'est plus que 30 000 milliards? Beaucoup de mains qui se lèvent. Donc en fait, on va dire que ce qu'on dit à peu près autant et plus, vous avez raison. On estime à l'heure actuelle qu'il y aurait environ 38 000 milliards de bactéries dans notre corps, donc un peu plus que les 30 000 milliards de cellules. Alors ça, ce que je viens de vous mentionner, c'était pour les bactéries utiles, voire bénéfiques. Mais à l'opposé, il y a d'autres espèces de bactéries qui sont dangereuses pour notre santé, et on parle alors de bactéries pathogènes. Et certaines sont responsables de maladies que vous connaissez bien, telles que la tuberculose, la lèpre, la listériose qu'on attrape notamment quand on mange des fromages contaminés, la légionellose, il y a eu récemment une épidémie en Savoie, des infections du style infection à staphylocoque doré, donc qui sont souvent bénignes, vous avez certainement entendu parler de furoncles, mais qui peuvent aussi provoquer des infections plus graves telles que des septicémies qui peuvent aller jusqu'à la mort du patient. Et dans le cas du staphylocoque doré, en fait, elle ressemble à ça, ce petit rond ici, ce petit ballon de foot. Ça pourrait être un staphylocoque doré. Donc maintenant, on va zoomer encore davantage, on va se rapprocher de la surface d'une bactérie, et plus particulièrement de la membrane d'une bactérie. Donc il faut imaginer que là, vous avez une bactérie. Donc vous voyez l'échelle, on est à 0,1 micromètre maintenant. Et il faut savoir que toutes les cellules, que ce soit des bactéries ici, ou les cellules de notre corps, ou des cellules végétales, en fait, elles sont toutes entourées d'une membrane. Donc ça va délimiter un compartiment, en fait, cette membrane. Et l'intérieur, ça sera donc l'intérieur de la bactérie. Et là, vous allez maintenant pouvoir noter à la présence de la bactérie, des petits points ici qui s'allument. En fait, tout ça, ce seront des protéines qui sont présentes à la surface des bactéries. Donc maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes malade. Vous avez été infecté par une bactérie, par exemple celle-ci qui est une bactérie dangereuse, donc pathogène. Donc vous avez de la fièvre. Vous allez voir votre médecin, il va vous prescrire un médicament pour essayer de tuer, d'éliminer la bactérie. Et ce médicament, ça va être un antibiotique. Donc là, vous allez avoir un exemple d'antibiotique. Donc un antibiotique, c'est une molécule, donc c'est un mélange de différents atomes en fait. On va voir apparaître une autre représentation, donc vous avez tous les atomes qui sont représentés ici pour cet antibiotique en particulier. Et pour éliminer les bactéries qui vous infectent, en fait, des milliers de molécules d'antibiotiques vont essayer de pénétrer à l'intérieur des bactéries pathogènes. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est pas une pluie de météorites qui s'abat à la surface d'une planète, mais c'est un bombardement d'antibiotiques qui vient et qui essaye de pénétrer à l'intérieur des bactéries pour éliminer les bactéries. Donc on va à nouveau changer d'échelle maintenant et on va encore aller un peu plus bas en taille. Donc on va rentrer à l'intérieur d'une bactérie maintenant. Donc vous voyez la taille ici, c'est 10 nanomètres. Et là, ce que vous avez ici, c'est une protéine qui est représentée. Et ce que vous allez voir apparaître maintenant, en fait, cette protéine, elle est insérée dans une membrane. Donc il faut imaginer que là, vous avez la membrane qui va
passer tout autour de la bactérie, comme ça, donc qui va délimiter l'espace à l'intérieur de la bactérie. Et vous voyez que cette protéine, en fait, elle traverse cette membrane et elle permet donc un passage entre le milieu extracellulaire, l'extérieur, et le milieu intracellulaire, donc ce qui est à l'intérieur de la bactérie. Et dans le cas qui nous intéresse, en fait, donc cette protéine, c'est celle qui va permettre à la bactérie de rejeter les antibiotiques à l'extérieur de la bactérie. Mais avant de vous montrer comment fonctionne cette protéine, je voudrais d'abord mentionner 2 points importants. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer d'où viennent les protéines. Comment est-ce que les protéines sont fabriquées dans nos cellules. Mais c'est également vrai pour toutes les cellules vivantes, donc les bactéries et les cellules végétales. Donc vous avez sans doute déjà tous entendu parler de l'ADN. Donc l'ADN, qui est représenté ici, c'est ce qui sert dans les séries policières à confondre, à arrêter les criminels. Mais bien évidemment, ce n'est pas la fonction première de l'ADN en fait. L'ADN, c'est ce qu'on appelle le support de l'information génétique. Donc en fait, l'ADN dans nos cellules, il va contenir ce qu'on appelle des gènes. Donc par exemple, dans nos cellules à nous, ces grandes molécules d'ADN ici, elles vont contenir environ 25 000 gènes. Donc chacune de vos cellules contient environ 25 000 gènes. Et ces 25 000 gènes vont être capables de donner naissance, vont permettre la fabrication de protéines comme celle qui est représentée ici. Donc chacun des gènes va donner naissance à une protéine. Alors mais qu'est-ce que c'est exactement qu'une protéine ici ? Une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. En fait, chacune des protéines, comme celle-ci, est composée d'un enchaînement de 20 acides aminés différents. Et en fait, on parle souvent d'une représentation en collier de perles. Il faut un petit peu imaginer que ces 20 acides aminés, ce sont 20 perles différentes. Donc pour fabriquer une protéine comme celle-ci, vous allez avoir devant vous 20 boîtes de perles. Chacune des boîtes contient des perles qui sont différentes, mais chaque boîte de perles, en fait, contient des perles identiques, uniques. Et donc, pour assembler vos perles, donc vos acides aminés, vous allez commencer par prendre une perle rouge dans la première boîte, 2 perles jaunes dans la deuxième, une verte dans la troisième, etc. Donc, vous allez créer un assemblage de perles que vous allez mettre bout à bout. Et ça va créer donc un espèce de collier de perles. Et ce collier de perles, donc, c'est un collier d'acides aminés. Alors, par contre, ce qui est un peu trompeur quand on parle du collier de perles, c'est que les perles sont complètement inertes. Quand on va mettre le collier de perles autour de notre cou, il va juste pendre à notre cou, mais rien ne va se produire. Dans le cas des acides aminés, chaque acide aminé possède des propriétés chimiques qui lui sont propres. Donc vous allez avoir des acides aminés, par exemple, qui vont être petits, d'autres qui vont être gros, certains vont être chargés négativement, d'autres positivement, certains vont aimer l'eau, d'autres pas aimer l'eau, etc. Donc ils ont tout un tas de propriétés qui font que ces propriétés chimiques et leur géométrie, ça va induire un repliement en 3 dimensions de la protéine. Donc ça va contraindre, ça va forcer la protéine à adopter une structure unique dans l'espace, comme cette structure qui est représentée ici. Et chaque protéine donc, aura un repliement tout à fait unique, donc 25 000 gènes, potentiellement 25 000 protéines avec des structures différentes. Alors les protéines, ce sont les acteurs qui sont essentiels pour la vie de nos cellules. En fait, si vous bougez un bras, si vous sautez en l'air et même quand vous dormez, tout ça, c'est permis grâce aux protéines qui sont dans notre corps. Donc je vais juste vous donner 2 exemples de 2 protéines très importantes dont vous avez sans doute déjà entendu parler. La première, c'est l'insuline, qui régule le taux de glucose dans notre sang. Et lorsque cette protéine fait défaut chez certains patients, ça provoque une maladie qu'on appelle le diabète. Le deuxième exemple, c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine, elle permet de transporter l'oxygène des poumons jusque vers nos cellules. Donc c'est ce qui permet à nos cellules de respirer. Et peut-être que les plus anciens d'entre nous, vous avez déjà entendu parler dans des publicités pour des lessives d'enzymes gloutons. Donc les enzymes gloutons, on nous vantait les mérites de ces enzymes, ils étaient capables de dégrader toutes les taches de sang, de confiture, etc. Eh bien en fait, les enzymes gloutons, à la base, ce sont des protéines. Ce sont des protéines, par exemple comme celle-ci, qui ont une activité enzymatique. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y en a énormément de protéines qui sont complètement utiles à la vie de nos cellules. Alors le deuxième aspect dont je voulais vous parler, c'est que pour comprendre comment fonctionne une telle protéine ici, eh bien, il faut savoir à quoi elle ressemble. Et pour ça,
il faut être capable d'isoler la protéine, c'est-à-dire la séparer de l'ensemble des protéines dans lesquelles elle baigne. Et donc, c'est ce qu'on appelle la purification des protéines. Il faut qu'on purifie nos protéines et l'isoler des autres protéines qui pourraient la contaminer en quelque sorte. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est un appareil qu'on utilise pour suivre la purification des protéines. Alors, pour purifier la protéine, eh bien, comme la protéine est un ensemble d'acides aminés qui ont des propriétés chimiques particulières, eh bien, la protéine, en quelque sorte, va être la somme de tous ces acides aminés pour ses propriétés. Donc, il va y avoir des protéines qui vont être petites, d'autres plus grosses, certaines chargées positivement, d'autres négativement, etc. Ce qui fait qu'on dispose de tout un tas d'outils pour purifier sélectivement la protéine qui nous intéresse. Et donc, on va suivre le protocole de purification grâce à cet appareil ici. C'est très simple en fait. Ici, vous avez 2 plaques de verre. On va couler un gel entre ces 2 plaques. Et ce gel, il va agir un petit peu comme un tamis moléculaire. Donc, on va déposer nos protéines ici à la surface. Vous voyez avec ce qu'on appelle un pipette man, ici, une petite pipette qui va nous permettre de déposer dans des petits puits dans notre gel. Et on va ensuite appliquer un courant électrique. Donc, ça va faire migrer les protéines dans cet appareil d'électrophorèse selon leur taille. En fait, comme on a un tamis moléculaire ici, les plus petites vont migrer très vite sous l'effet du courant et les plus grosses vont migrer très lentement. Et là, ce que vous voyez à droite, donc c'est le résultat d'une électrophorèse. Vous avez ici un mélange de tout un tas de protéines. En fait, chacune des bandes ici bleues, ça correspond à une protéine. Donc vous pouvez voir qu'en début de purification, au tout début, avant de commencer la purification, on a un mélange, une espèce de soupe infâme où il y a tout un tas de protéines différentes. Et nous, si par exemple on veut isoler la protéine ici, il faut appliquer donc tout un tas de techniques pour la séparer. Et si on a bien travaillé, à la fin, voilà ce qu'on va obtenir. On a une seule bande qui montre que la protéine qui nous intéresse, on a réussi à la séparer de toutes les autres protéines qui étaient présentes dans les cellules. Et donc maintenant, on va pouvoir travailler avec cette protéine, l'étudier et notamment résoudre sa structure en 3 dimensions. Alors, on a différentes façons de représenter les protéines quand on les étudie. Donc ici, vous avez un exemple. Vous voyez le volume occupé par les atomes de la protéine. On va pouvoir également colorier certaines zones de la protéine. Des fois, c'est un peu plus facile pour nous y retrouver. Voilà, vous avez un exemple ici. Et on va pouvoir également faire apparaître chacun des acides aminés qui est présent dans cette protéine avec tous les atomes qui la composent, qui la constituent. Et là, on va zoomer à l'intérieur. Alors là, si vous voyez ici, on n'arrive absolument pas à comprendre ce qui se passe, on n'arrive pas à savoir quels sont les acides aminés, etc. Donc cette représentation en tout atome, en fait, elle est extrêmement compliquée, donc on ne l'utilise quasiment jamais. Donc on va utiliser une autre représentation qui est beaucoup plus simple, où il n'y a pas tous les atomes. Et c'est ce que vous allez voir maintenant. On représente la chaîne principale de la protéine. Et vous voyez par exemple qu'il y a des enchaînements d'hélices ici, ces jolies hélices en cyan. Vous avez également à l'arrière ici, mais c'est pas très visible, ce qu'on appelle un espèce de feuillet avec des espèces de flèches qui sont représentées en mauve. Et puis vous avez des boucles ici qui sont moins structurées, qui permettent de relier les différents éléments de structure les uns aux autres. Voilà, donc ça, vous avez une protéine avec un modèle de représentation relativement classique. Alors pour revenir à la protéine qui nous intéresse, donc celle-ci, je vous rappelle que nous sommes ici à l'intérieur d'une bactérie. Ici, il va y avoir la membrane, et donc ici, il va y avoir l'extérieur de la bactérie. Et donc notre protéine va expulser les antibiotiques, les faire passer à travers la membrane et les rejeter à l'extérieur. C'est ce que vous allez voir maintenant. Donc vous avez ici les antibiotiques, les molécules rouges, et vous voyez que l'antibiotique va venir se fixer dans une espèce de cavité ici, au milieu de la protéine. Et une fois qu'elle est dans cette cavité, notre protéine à nous, elle est un petit peu particulière. En fait, je vous avais dit que les protéines, elles avaient une structure unique. La nôtre, en fait, c'est ce qu'on appelle une transformiste, en quelque sorte. Elle est capable de changer de structure. Et vous voyez qu'elle fait un espèce de mouvement selon un mouvement de pince ici. Et donc, quand l'antibiotique est fixé ici, la pince va se refermer et ça va induire le passage de l'antibiotique à travers notre protéine et donc à travers la membrane qui est ici. Et donc, l'antibiotique va se retrouver à l'extérieur. Et ce qui fait que quand notre protéine fonctionne dans la bactérie, eh bien, elle va réduire la concentration en antibiotiques à l'intérieur des bactéries,
Donc cette concentration ici va devenir trop faible, l'antibiotique va devenir inefficace, et donc la bactérie va être capable ainsi de résister à la présence de cet antibiotique. Alors donc, notre protéine, elle est, ce que je vous ai dit, un peu plus compliquée, puisqu'elle a cette activité de pince. Et en fait, pour fonctionner selon ce mouvement de pince, notre protéine a besoin d'énergie. Donc c'est un peu comme une voiture qui a besoin d'essence pour avancer. Et bien ici, pour que la pince puisse se faire, puisse s'actionner en quelque sorte, il lui faut de l'énergie. Et cette énergie, c'est une molécule qui s'appelle l'ATP. Donc vous allez la voir ici, voilà. L'ATP, ça veut dire adénosine triphosphate. En fait, c'est une molécule universelle qui est présente des bactéries aux cellules animales, en passant par les cellules végétales. Donc toutes les cellules ont cette molécule d'ATP comme source universelle d'énergie. Et en fait, ce que vous allez voir ici, c'est que cet ATP, en fait, il va venir se fixer sur les petits moteurs moléculaires qui sont présents ici sur notre transporteur, sur notre protéine. Vous voyez, la molécule d'ATP est ici. Et là, quand cette molécule d'ATP est fixée ici, quand l'antibiotique va venir ici, c'est à ce moment-là que la pince va se refermer, que l'antibiotique va expulser. Donc pour que l'antibiotique soit expulsé, il faut à la fois qu'il soit fixé ici dans cette petite cavité, et il faut également qu'il y ait de l'ATP qui soit ici, qui vienne énergiser, fournir de l'énergie à notre protéine pour pouvoir se refermer et agir comme une pince moléculaire. Alors maintenant, je voudrais illustrer l'importance de cet ATP dans nos cellules, et pour ça, je vais vous proposer de répondre à un petit quiz. Donc, en fait, dans un être humain, donc un homme ou une femme de 70 kg, en fait, à chaque instant, cette personne possède environ 70 mg d'ATP. Et cet ATP, donc, il est consommé en permanence et il est resynthétisé, régénéré en permanence à l'intérieur de notre cellule. En fait, c'est notre réserve énergétique. Donc maintenant, sachant qu'on a ces 70 mg dans notre corps si on pèse 70 kg, quelle est la masse d'ATP qui est consommée en 24 heures par cet être humain? Donc, est-ce que c'est 70 mg? Donc, est-ce que c'est le poids en ATP? Donc, est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est 70 mg? Vous pouvez lever la main. Est-ce que vous pensez que c'est 1000 fois plus, 7 grammes d'ATP qui seraient consommés en une journée par cet individu? Personne? 7 kilos, le dixième du poids de l'individu, ou 70 kilos? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont revenir en deuxième semaine, en fait. Eh bien, 70 kilos, effectivement, c'est la bonne réponse. En fait, un individu consomme environ son poids par jour en ATP quand il est au repos. Donc, si vous faites de l'exercice, si vous faites un marathon, par exemple, vous allez augmenter encore cette quantité d'ATP qui va être consommée. Alors, pour poursuivre sur ce quiz, est-ce que vous savez quel est l'un des animaux qui consomme le plus d'énergie proportionnellement à son poids? Donc là, vous avez 3 propositions. Est-ce qu'il y en a qui votent pour le colibri? Donc beaucoup de mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y en a qui votent pour le loup? Ah, quand même, quelques mains. Et puis peut-être que c'était un piège. Est-ce qu'il y en a qui votent pour l'escargot? Il y a au moins une main là, ici, à droite. Eh ben en fait, non, je suis désolé, c'est pas l'escargot, même si j'aime beaucoup les escargots, mais c'est le colibri. Donc il faut savoir que le colibri, et notamment quand il est en vol stationnaire ici, ça c'est ce qui lui demande énormément d'énergie. En fait, on estime que durant son vol stationnaire, donc si le colibri faisait un vol stationnaire pendant 24 heures, il consommerait entre 200 et 300 grammes d'ATP, sachant qu'un colibri pèse environ 2 grammes. Donc 200 à 300 grammes, c'est plus de 100 fois son poids en ATP qui serait consommé au cours d'une journée. Alors fort heureusement, le colibri ne fait pas du vol stationnaire pendant toute la journée. Il n'aurait pas assez d'énergie et il mourrait. Mais ça explique certainement le fait qu'il ait besoin j'allais dire butiner, je ne sais pas comment on dit, mais enfin de prélever régulièrement du nectar dans les fleurs pour renouveler son pool d'ATP en fait.
Alors pour la dernière partie de cette présentation, on va changer à nouveau d'optique. On va reculer un petit peu notre champ de vision cette fois-ci. Et on va terminer avec les cellules humaines. Donc ce que vous voyez ici maintenant, c'est la surface d'une cellule humaine. Donc vous voyez l'échelle ici, c'est 0,2 micromètres. Donc la cellule humaine est beaucoup plus grosse. Il faut savoir que tous les êtres vivants, que ce soit les bactéries, les végétaux, les animaux, nous sommes tous issus d'un ancêtre commun, identique, qui aurait vécu sur Terre il y a environ 4,3 milliards d'années. Ce qui fait que nous partageons maintenant de nombreux mécanismes universels, comme par exemple l'ADN, qui est le support génétique de toutes les cellules vivantes, l'ATP, qui est une source d'énergie universelle, mais il y a également de nombreuses protéines qui sont partagées entre les micro-organismes, les cellules végétales et les cellules animales, donc entre les bactéries, les végétaux et les animaux. Et en fait, dans la membrane de nos cellules, ici, nous avons aussi des protéines donc, qui vont apparaître maintenant. Vous voyez ces taches ici, il faut les visualiser comme étant des protéines qui sont présentes à la surface de la membrane de nos cellules. Et nous avons certaines de nos protéines qui ressemblent étrangement à la protéine dont je viens juste de vous parler, qui était présente chez les bactéries. Donc chez les bactéries, elles servaient aux bactéries à résister aux antibiotiques, mais chez nous, clairement, ces protéines vont avoir un autre rôle. Donc à quoi est-ce qu'elles nous servent, ces protéines, dans nos cellules ? Eh bien, dans notre cas, cette protéine va nous permettre de nous défendre contre des agressions chimiques. Cette protéine est capable de reconnaître de très nombreuses molécules chimiques, comme celles qui sont en train de bombarder la cellule ici, tels que des pesticides, des herbicides, des perturbateurs endocriniens, en fait tout un tas de polluants de nature chimique d'origine diverse. Et cette protéine, donc, qui est présente à la surface de nos cellules, elle va être capable d'expulser les molécules toxiques qui auront pénétré dans nos cellules. Et cette protéine va avoir ainsi un rôle de protection de nos cellules. Elle va nous protéger contre les agressions par ces molécules chimiques. Alors, ce que vous venez de voir aujourd'hui, c'est un des mécanismes, alors ce n'est pas le seul, mais c'est un des mécanismes qui est utilisé par les bactéries pour résister aux antibiotiques. Donc, ce transporteur d'antibiotiques a un effet néfaste dans le cas de bactéries pathogènes, lorsqu'on cherche à éradiquer, à tuer ces bactéries. Mais en revanche, dans nos cellules, vous avez vu que cette protéine a un effet bénéfique, puisqu'elle nous permet de résister à des agressions par des molécules toxiques diverses. Et pour conclure, je voudrais dire que dans notre équipe, nous travaillons actuellement sur un transporteur d'antibiotiques qui est présent dans la bactérie pathogène Streptococcus pneumoniae. Et cette bactérie, en fait, elle peut être responsable d'infections graves, voire mortelles. Et nous cherchons actuellement à comprendre comment cette protéine fonctionne au niveau moléculaire pour rejeter des antibiotiques qui appartiennent à la famille des fluoroquinolones. Alors bien évidemment, de manière plus générale, cette résistance aux antibiotiques est un problème majeur de santé publique et il devient urgent de rechercher des inhibiteurs qui vont être capables de bloquer, d'enrayer le fonctionnement de ces transporteurs et de rendre à nouveau les bactéries, comme par exemple Streptococcus pneumoniae, sensibles aux fluoroquinolones ou de manière plus générale les bactéries pathogènes aux antibiotiques et ainsi permettre au traitement antibiotique classique d'être à nouveau efficace pour éradiquer les bactéries pathogènes. Voilà, maintenant, je voudrais terminer par quelques remerciements. Tout d'abord, Alex Bourgeois, qui est ingénieur artiste et qui a œuvré pour la mise en place de cette conférence et tout l'esthétisme de cette présentation. Donc, un grand merci, Alex. Également Sabrina Arras pour avoir coordonné ce travail. Et puis je voudrais dire que le travail de recherche, en fait, c'est un travail d'équipe. Donc je voudrais en profiter pour remercier mes collaborateurs qui sont nommés ici. Donc Cédric Aurel, Élise Kaplan, Cécile Gonzalez, Frédéric Galisson et deux étudiantes, une qui est maintenant partie en stage postdoctoral, Margot Di César, et une étudiante qui va bientôt soutenir sa thèse, Julie Kerboeuf. Et je vous remercie pour votre attention.